Les démocrates prêts à voter seuls si les républicains refusent d'approuver le budget de près de 2000 milliards pour le Covid-19. Le Parti républicain au bord de la guerre civile. Le procès en destitution de Donald Trump, l'ancien président en mal d'avocat. Ici Claude Porcella à Washington. Bienvenue à cette nouvelle émission Point USA. Elle s'adresse plus particulièrement à un public francophone et francophile et a pour objectif de discuter en français de l'actualité américaine avec peut-être un regard différent de celui des grandes chaînes américaines. Laissez-moi vous dire comment ce projet est né. Nous avons été souvent les invités d'un plateau du service francophone de La Voix de l'Amérique, qui nous avait invités en tant que panélistes. Et on nous appelait les Trois Mousquetaires, car nous nous entendions fort bien, que parfois nous ayons des opinions divergentes. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas faire notre propre émission ? D'accord, mais où et comment? Et c'est alors que le hasard fait bien les choses. J'ai fait la connaissance de Serge Ndoumba, qui est le fondateur du site French Buzz TV, et il nous a proposé sa plateforme pour réaliser notre projet. Nous voici donc de nouveau réunis pour poursuivre notre conversation. Mais qui sommes-nous? Bien, le mieux, je vais laisser à mes deux partenaires le soin de se présenter, en vous demandant, René, de bien vouloir commencer. Oui, merci Claude. Écoutez, oui, je suis René Lec, je suis journaliste, éditeur de presse, analyste politique. Et ça fait quoi? Ça fait un petit quart de siècle que je suis aux États-Unis et venant du Sénégal, du moins originaire du Sénégal, avec un passage d'une petite dizaine d'années en France et ensuite ici aux États-Unis. Merci René. Denis, vous nous parlez, vous, de Baskerville, en Californie. Alors, si vous voulez bien vous présenter à nos... Oui, je suis Dennis Beaver, here in Bakersfield, California, où il fait un temps magnifique aujourd'hui. Toute ma vie en Californie, américain 100%, comme on dit, 100% Amerloc. Je parle évidemment le français. J'aime beaucoup la France. Les Français, plutôt les Françaises. Et j'ai mon propre cabinet ici à Bakersfield. Merci Denis. En ce qui me concerne, eh bien, je suis français d'origine, je suis journaliste, j'ai commencé ma carrière en Afrique et puis en 1966, je suis venu aux États-Unis. Cela fait donc plus de 50 ans que je couvre l'actualité américaine, que je suis le témoin privilégié de 50 ans d'histoire américaine. Ça a toujours été très passionnant et je l'ai fait pour une variété de médias, RMC, La Voix de l'Amérique, RFI pendant 15 ans et maintenant je suis correspondant de Média TV et radio qui diffusent essentiellement en Afrique du Nord et également maintenant de plus en plus en Afrique subsaharienne. Voilà, les présentations étant faites, entrons dans le vif du sujet avec une discussion sur cette enveloppe, cette grosse enveloppe de 2000 milliards de dollars que Joe Biden veut faire adopter le plus rapidement possible parce que c'est nécessaire. L'économie est dans un état assez pitoyable et les gens ont besoin d'aide, c'est évident. Alors, Dennis Beaver, vous ne l'avez pas indiqué, mais signalons-le tout de suite, vous êtes notre républicain sur ce panel. Vos amis proposent 618 milliards de dollars comparé à 2000 milliards que proposent les démocrates. Ça fait tout de même une sacrée différence. Comment expliquez-vous cette différence? Je sais, les démocrates ont bien raison. L'économie, ce bateau économique américain est en train de couler. Il faut vraiment
beaucoup de pognon, beaucoup de fric pour sauver l'économie, les gens qui ne peuvent pas payer leur loyer. Ils sont là, impossible de les expliquer, évidemment. Donc, l'économie est en train de couler. Il faut beaucoup d'argent pour les familles qui ne peuvent même pas acheter de quoi manger. C'est sérieux. Et à mon avis, on est en train de revivre l'ère Obama, quand les républicains et les démocrates étaient comme ça. Une vraie guerre entre les deux. Les démocrates disent oui et les républicains non. Deux grands enfants. Il faut agir, il faut sauver l'économie. Et si ça coûte beaucoup, OK. Oui, c'est votre avis, mais ça n'est pas ceux du Parti républicain, de toute évidence. Il y a un petit groupe qui a proposé ce plan de 618 000 milliards de dollars. Ce sont les républicains les plus modérés, mais de l'autre côté, évidemment, ça renacle. René, comment voyez-vous la situation? Biden est bien décidé à ce que ça passe. Il a écouté ce qu'avaient à leur dire les républicains, puisqu'il a prêché l'unité, il continue de la prêcher. Il espère pouvoir parvenir à un accord bipartisan, mais enfin, je crois qu'il n'y croit pas trop. Et il a dit à les siens, après avoir reçu les républicains, il a reçu les démocrates, et il leur a dit allez-y vite et allez-y gros. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt du tout à faire des compromis et qu'il veut ces 2 000 milliards de dollars. Oui, tout à fait. La proposition des républicains représente en fait un tiers de ce que les démocrates proposent, que Biden, en fait, qui est même l'initiateur, propose. Et donc, c'est sûr que le message de Biden est très, très clair. Je préfère le faire de manière bipartisane avec des voix républicaines pour approuver ce package. Mais si je n'arrive pas à avoir un vote bipartisan, eh ben, on va y aller seuls, nous les démocrates. Mais il le dit, il le répète, dans tous les cas, il considère que le package doit être gros, l'enveloppe doit être une enveloppe importante et certainement pas un tiers de ce qu'il propose, comme le proposent ces 10 sénateurs républicains dont vous parliez, Claude, et qui étaient dirigés par Mitt Romney et Susan Collins, sénatrice du Maine. Mais René et Denis, je vous pose la question à tous les deux. Si Biden va seul, ça va irriter probablement les républicains. Et est-ce que ça ne risque pas de mettre en danger le reste de son programme législatif au cours des 4 prochaines années? Parce qu'il dit aux républicains, moi je veux travailler avec vous. Mais en même temps, à la première occasion qui se présente, il dit si vous ne faites pas ce que je veux, je le fais tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer alors qu'il y a quand même encore des rancœurs persistantes après la défaite de Donald Trump, est-ce que ça ne risque pas d'indisposer les républicains pour les 4 prochaines années? Et chaque fois que Biden voudra faire passer des grands programmes comme par exemple sur l'immigration ou sur le climat, les républicains diront non, merci, on n'est pas preneurs. Je pense qu'on va voir un compromis. Biden, on le connaît, c'est quelqu'un qui sait faire marcher des deux côtés ensemble. Et grosso modo, ils vont compromettre. Certainement plus côté ce que veulent les démocrates. Mais non, ça ne va pas faire mal pour ces 4 ans devant Biden comme président. Je ne crois pas. Oui, pour aller un peu dans le sens de Denis, il y a déjà un peu, j'allais dire, les contours d'un compromis qui se présente, puisque les démocrates
disent qu'ok, bon, ils sont prêts à reconsidérer le niveau de revenu maximum des gens qui bénéficieront de ce fameux chèque d'aide individuelle aux citoyens américains. Donc, les démocrates sont prêts à baisser un peu. C'était 150 000 $. Ils sont prêts à considérer que les gens en dessous de 100 000 $. Donc, ça, déjà, ça ferait baisser un peu l'enveloppe globale. Mais vous savez, Claude et Denis, moi, je crois que ce qui va être déterminant, c'est le type d'arguments que les républicains utilisent. Si les républicains reviennent, c'est ce qu'ils sont déjà en train de faire, bon, sans être trop bruyants là-dessus, mais si les républicains reviennent à l'argument classique du conservatisme budgétaire en disant non, attention au déficit budgétaire, non, attention aux dépenses excessives, etc. Là, c'est sûr qu'il va y avoir une forme de clash parce que pendant 4 ou 5 ans, disons 4 ans minimum, l'ère Trump, la question de l'équilibre budgétaire, elle était vraiment, elle n'était pas posée, elle n'était plus sur la table. Les républicains n'en parlaient plus et ont créé les conditions d'un déficit incroyable. Donc cette idée que les républicains vont redevenir des conservateurs sur les questions budgétaires parce qu'il y a un démocrate aux affaires, ça c'est sûr que ça ne marchera pas. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'en tout cas, les principaux, les plus modérés évitent d'utiliser cet argument ou en tout cas évitent d'insister sur cet argument. Donc, ce qui me fait penser qu'il est possible qu'il y ait un compromis, mais en dernier ressort, le décalage en termes de montant de l'enveloppe globale est tel qu'il est possible également que les démocrates soient obligés d'aller tout seuls. On verra bien. On va le savoir sous peu. Hein. Oui, espérons que les républicains, effectivement, accepteront certains aspects de ce plan d'aide. En tout cas, à propos des républicains, ils ont de sérieux problèmes, de sérieux désaccords dont nous allons discuter dans un instant. Rien ne va plus dans la maison républicaine, les désaccords restent profonds. Denis, entre ceux qui s'accrochent à Donald Trump et ceux qui, au contraire, essaient de s'en détacher, de retrouver leur liberté. Comment voyez-vous la situation? C'est très sérieux. J'ai peur, vraiment j'ai peur pour l'avenir de mon pays, puisqu'il y a tant de lâches chez les républicains qui ne vont pas dénoncer Trump, qui le soutiennent toujours aujourd'hui, qui s'en fichent complètement de ce qu'il a fait, l'émeute à Washington. C'est dangereux, surtout avec cette sorcière, cette mégère congresswoman qui est folle, et elle reste toujours là, sans condamner. Ça va pas. Même le mec Kevin McCarthy, qui est de Bakersfield, de ma ville. Oh là là, quel lâche. Incroyable. Denis, vous faites allusion à Marjorie Taylor Greene. Oui, tout à fait. Oh là là. Congresswoman de Géorgie. Oui. Aujourd'hui, elle disait, oh non, maintenant je crois qu'il y avait tout ça avec le Pentagone. Elle est dingue, elle est vraiment dingue. Et elle adhère aux théories du QAnon. Yeah. Évidemment, des théories totalement dangereux et incroyables. Elle est aussi de ceux qui pensent que effectivement un avion ne s'est pas écrasé contre le Pentagone. Ouais. Des tas de et autre chose, Claude, elle dit des choses extrêmement graves, et je pense que Denis pense un peu à ça quand il dit qu'il a peur. C'est elle qui dit que comment on appelle, les musulmans n'ont qu'à rester là-bas au Moyen-Orient, à côté de la Mecque, garder un discours méprisant, islamophobe, comme on n'en a jamais vu, en tout cas dans l'espace public, et assumé de la sorte. C'est elle qui dit que les Noirs n'avancent pas dans ce pays parce qu'ils sont membres de gangs et qu'ils
et que l'école ne les intéresse pas, ils ne cherchent pas à avoir d'éducation. C'est elle qui dit que les Juifs sont à l'origine d'attaques venant de l'espace pour créer les incendies que notre ami Denis connaît pratiquement chaque année en Californie. En fait, vous savez, Denis et Claude, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'en réalité, aujourd'hui, si l'on prend cette frange du Parti républicain, elle est tellement extrême, elle est tellement radicale, et au fond, c'est eux aujourd'hui qui sont détenteurs du discours dominant chez le Parti républicain. C'est pas des marginaux. Et si on le compare à ce qui se passe en Europe, parce que bon, beaucoup de gens qui sont sur l'international, c'est un peu ça leurs éléments de référence, mais on est là à l'extrême droite de l'extrême droite européenne. Là, aujourd'hui, le Parti républicain tel qu'il est, le parti dans son discours officiel, il est à la droite du Front National en France. Ce que les républicains aujourd'hui sont capables d'assumer sur les plateaux de télévision, dans les radios, dans leurs interviews, dans leurs discours, mais je peux vous garantir que Marine Le Pen n'oserait pas dire la moitié de cela aujourd'hui en France. Et donc, il y a quelque chose d'extrêmement inquiétant et qui fait vraiment peur. Et je comprends tout à fait ce que dit mon ami Denis. Oui, tout à fait. C'est assez étrange d'ailleurs que Kevin McCarthy, qui est le chef de la minorité à la Chambre, n'a pas eu le courage, lorsqu'il a eu un entretien avec Marjorie Taylor Greene, de la retirer de la commission à laquelle elle fait partie. En plus, la commission sur l'éducation, de la part de quelqu'un qui a toujours dit que les attaques dans les écoles comme au Texas ou comme au Connecticut n'avaient pas eu lieu véritablement. Sans compter que Claude, elle harcèle un jeune qui faisait partie de l'école, elle le harcèle dans la rue, c'est filmé. I mean, c'est un niveau, en fait, personnellement, je n'ai jamais vu ça dans l'espace public, y compris même dans les républiques les plus bananières à travers le monde. Ouais. C'est choquant, mais en même temps, elle a reçu une petite tape sur les doigts, en fait, par Kevin McCarthy, qui a refusé de lui retirer son siège. Alors, on le sait, la Chambre devait se prononcer pour faire ce que Kevin McCarthy avait refusé de faire, mais c'est une situation extrêmement embarrassante. Et ce qui fait la force de Marjorie Taylor Greene, c'est qu'elle a le soutien de Donald Trump. Elle lui a téléphoné. Il a toujours été un ferme supporter de Marjorie. Et c'est ce qui explique d'ailleurs cette emprise de 147 républicains de la Chambre. Cette emprise que Trump a sur eux parce qu'ils pensent à 2022. Ils savent que si Trump s'oppose à eux lorsqu'ils se présentent dans les primaires, ils ont de bonnes chances de perdre. C'est une des raisons pour lesquelles ils continuent de s'accrocher. Et puis, il y a aussi un autre cas. En fait, les républicains, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Denis, mais les républicains sont à la croisée des chemins. Vous avez les républicains pro-Liz Cheney, et la fille de l'ancien vice-président de George Bush, Dick Cheney. De l'autre, vous avez les partisans de Marjorie Taylor Greene. Et malheureusement, cette majorité, ceux qui défendent Marjorie Taylor constituent la majorité. Ils sont en train de détruire le Parti républicain. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Puisque les Américains, nous autres, on en a ras-le-bol avec tout ça. Ouais. Je pense que Denis a raison. Je pense que le Parti républicain est en train d'imploser. Et je me souviens qu'on s'est retrouvés tous les trois sur VOA et que je disais, écoutez, moi je crois que d'un point de vue politique, ce qui va être le plus intéressant dans les 24 prochains mois, les 2 prochaines années, ça va être de voir comment va évoluer le Parti républicain, qui va imploser d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il va complètement imploser? Je ne sais pas, mais il va en tout cas se fragmenter de l'intérieur. Et ce qui est extraordinaire, Claude, par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est que
les républicains au niveau du Congrès se sont retrouvés entre eux pour discuter de deux cas. Principalement, la raison principale, c'était de discuter de la situation avec Marjorie Taylor Greene, et au demeurant de quelques agités dans leur conférence qui voulaient remettre en cause la position de leadership de Liz Cheney. Mais au résultat, la réunion qui a duré presque 5 heures s'est focalisée pour l'essentiel sur les attaques contre Liz Cheney. C'était un renversement de situation, c'était absolument invraisemblable. Alors, donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, j'ai écouté hier avec Rick Wilson, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très intéressant, qui est un républicain, un stratégiste républicain, qui est un des fondateurs de Lincoln Project, qui est ce groupe-là de républicains très actifs qui sont anti-Trump, et qui disait qu'il pense qu'aujourd'hui, quelque part, Marjorie Taylor Greene est le leader, quelque part, du Parti républicain. Je n'irai peut-être pas jusque-là, moi, mais je dirais au moins qu'en tout cas, elle est le leader de la pensée dominante au sein du Parti républicain. Et de notre côté, il y a cette petite minorité, les Liz Cheney et autres au Sénat, c'est les Mitt Romney et autres, mais il reste... Et maintenant, il y a quelqu'un comme Mitch McConnell qui, lui, essaie de voir un peu dans quelle direction le vent va aller et qui se demande comment préserver son parti. Donc, il y a en fait 3 tendances au niveau du Parti républicain et il est difficile, de mon point de vue, de dire qui va l'emporter. Mais pour l'instant, les pro-Trump contrôlent parfaitement le parti, à mon avis. C'est incontestable et il y a des efforts de certains centristes qui essaient de constituer, si vous voulez, le Parti républicain tel qu'il était dans le passé. Et je pense au cas d'Adam Ziginger, qui est en train de constituer un comité d'action politique et même de fonder une sorte de nouveau parti qui représenterait véritablement l'aile modérée du parti. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Denis. Quelles sont ses chances de réussir? Que pensez-vous que le républicain de base, enfin, celui qui votait pour les Bush, par exemple, ou les républicains qui votaient, qui approuvaient la politique de Kemp, par exemple, enfin, ces républicains qui étaient très acceptables, comment réagissent-ils quand ils voient leur parti dominé par quelqu'un comme Marjorie? C'est triste, c'est triste. Il y a beaucoup de républicains qui ont changé de parti, ou bien ils sont devenus indépendants. Ils sont plus donnés du fric, les millionnaires, ça suffit, hein. C'est plus mon parti. Et donc, je discute ça avec ma femme qui dit, ouais, c'est tout, hein, les croque-morts sont arrivés, hein, pour le Parti républicain. Oui, c'est exact, Denis. Je crois que de plus en plus, le Parti républicain, c'est en train de se réduire quasiment à sa base. Et quand on fait l'analyse des inscriptions politiques au niveau de l'électorat, effectivement, il y a un nombre très important qui se compte en dizaines de millions de républicains qui ont quitté leur affiliation républicaine pour mettre soit indépendants, soit certains carrément pour mettre démocrates. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse très attention également, parce qu'on a tendance, et moi je crois que ça, on aura certainement un de ces 4, une émission sur ça, l'impact du Trumpisme sur la presse. Donc, je vous suggère déjà à tous les deux, un de ces 4, il faudrait qu'on en discute, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire à ce niveau-là. Et je crois qu'on pourra voir à quel point le Trumpisme a changé même la manière dont les informations sont présentées, les angles sous lesquels les informations sont présentées. Et il y a cette sorte d'équivalence qui, selon moi, n'est pas justifiée, où l'on se dit, oh, dès qu'on parle de quelque chose qui ne va pas chez les démocrates, il faut trouver l'équivalent chez les républicains et vice-versa. Alors qu'on est dans des situations où ici, on n'est plus du tout dans un équilibre. On est dans l'équilibre entre le mensonge et les faits.
c'est difficile de pouvoir chercher un équilibre entre les deux. Soit c'est la réalité, soit c'est pas la réalité. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Excellent sujet d'émission pour l'avenir, mais espérons que c'est la fin des faits alternatifs. Ouais, espérons. Dans un tout petit instant pour parler du procès en destitution de Donald Trump. Donald Trump a été mis en accusation par la Chambre des représentants. Il a été accusé d'incitation à la violence, à l'insurrection, à l'occasion de l'attaque contre le Capitole du 6 janvier. Le procès va commencer. Les deux parties, la défense et l'accusation, vont présenter les arguments qu'ils comptent soutenir devant les sénateurs qui, je vous le rappelle, jouent dans un procès en destitution le rôle de juré. Alors, Dennis Beaver, les républicains ont une thèse intéressante. Ce qu'ils entendent prouver, c'est qu'il est anticonstitutionnel de juger un président qui a quitté ses fonctions. Que pensez-vous de cette position? Est-ce qu'à votre avis, elle est défendable? Oui, oui. On l'a vu, je pense, il y a 2 fois dans notre histoire, et aussi en Angleterre, avec, je ne sais pas quelle British Company en Inde, 18e siècle, quelque chose comme ça, exactement pareil. Oui, on peut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut envoyer un message que ce qu'il a fait n'était pas acceptable. Et Trump, qui a, paraît-il, soit il a viré ses avocats, ou ils ont quitté carrément les avocats, puisqu'ils voulaient se défendre en disant non, 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 j'ai gagné l'élection. Et voici pourquoi c'était juridique, légal, ce que j'ai dit. Non, pas du tout. Hein. On peut pas crier feu, hein, incendie, ça brûle au cinéma. Ça, c'est pas le freedom of speech. Ça, c'est pas la liberté d'expression. Tu peux pas dire n'importe quoi. Il a vraiment incité la foule. Il faisait pour faire exactement ce qu'il faisait. Tu sais, j'ai voté pour Trump 2 fois. Pas parce que j'ai tant aimé Trump, non, puisque j'avais peur, j'ai toujours peur des gauchistes. Mais qui savait qu'il serait aussi dingue, aussi diabolique qu'il s'est montré le 6 janvier. Donc, oui, à mon avis, c'est juridique, et espérons qu'ils vont gagner. Oui, vous avez des regrets maintenant sur votre des regrets tardifs, mais à tout péché miséricorde. Vous mentionniez tout à l'heure ce cas, c'est effectivement au 19e siècle, si mes souvenirs sont exacts, un ancien secrétaire à la défense, secrétaire à la guerre, c'est comme ça que ça s'appelait de ce temps-là, avait été poursuivi, avait eu un procès en destitution, bien qu'il ait démissionné et qu'il ait quitté ses fonctions, mais il avait tout de même été jugé. Alors, maintenant, tournons-nous vers les arguments que vont invoquer les démocrates. René, pour eux, non, c'est tout à fait constitutionnel. Ils ont tout à fait le droit de poursuivre Trump. Oui, parce que le cas type, j'ai presque envie de dire le cas d'école qui serait un exercice banal dans tout cours de droit constitutionnel, c'est qu'on se retrouve dans une situation où justement un président de la République dirait, écoutez, j'ai gagné des élections alors qu'il ne les a pas gagnées, ou qui dirait, je vais faire un coup parce que j'ai perdu les élections, ou qui se retrouve
ou qui malmène toutes les institutions du pays au point de mettre littéralement le pays quasiment à terre. Mais dès qu'il quitte le pouvoir pour une raison ou une autre, on ne peut plus rien faire contre lui. Alors que l'idée même du impeachment, c'est de dire il faut justement l'empêcher de faire cela. Ça serait trop facile. Le président de la République n'a plus que ne peut poser des actes qui soient des actes absolument ignobles, et juste pour ne pas être condamné, pour ne pas subir les conséquences, il démissionne. Donc à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il est au-dessus des lois et que il n'y a jamais de conséquences ni juridiques ni bon, politique, il y en aura certainement, mais qu'il n'y a pas de conséquences juridiques à ces actes. Je crois que là, on tombe dans une sorte de raisonnement par l'absurde. Donc, je crois que les républicains vont avoir du mal avec cet argument-là. Ils l'ont déjà essayé, ils ont été battus au niveau de la motion qu'ils ont fait passer, qu'ils ont cherché à faire passer au Sénat. Bon, maintenant, on va voir, il y a quand même eu 10 républicains, sénateurs républicains qui n'avaient pas suivi. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Oui, ça semble effectivement très, très peu probable que Donald Trump soit condamné, car il faut 67 votes pour que cela arrive, et il faudrait 17 républicains, et comme vous le disiez, René, pour le moment, il n'y en a que 10. Alors, est-ce que durant le déroulement du procès, les esprits pourraient changer, les opinions pourraient changer? Le procès ne devrait durer en principe qu'une semaine. Les démocrates ne veulent pas que ça dure trop longtemps, parce que plus ça dure, moins les sénateurs ont le temps de poursuivre la confirmation des ministres choisis par Biden. Tout est bloqué, n'est-ce pas? Y compris l'attention des médias pendant une semaine. On ne va plus parler que de ça. Il y a la question des témoins. J'ai vu que la Chambre des représentants avait demandé à Donald Trump de témoigner. Pas forcément d'ailleurs pendant le procès, il peut le faire à d'autres occasions. Il y a eu des précédents de présidents qui ont eux aussi déposé pour des cas qui ne les concernaient d'ailleurs pas forcément personnellement. Clinton, par exemple, dans son procès en destitution, n'avait pas déposé sous serment, mais il l'avait fait à d'autres occasions. Donc, ce procès, je suppose, va être relativement court et va se terminer par l'absolution des sénateurs. Comment est-il possible, selon vous, qu'on puisse, en dépit du fait que Trump ne sera pas condamné, s'assurer qu'il ne puisse pas se représenter en 2024? À mon avis, Trump peut sortir même plus puissant qu'avant. S'il n'est pas condamné, s'il gagne, effectivement. Lui, c'est comme, on peut voir Trump sur stéroïdes. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Mais par contre, c'est d'autant plus dangereux, Denis, que selon un sondage, 57% de républicains, parmi les 74 millions qui ont voté pour lui, ont dit qu'ils voteraient de nouveau s'il était candidat en 2024. Ah, je ne comprends pas du tout. Au moins, ils ont peur également des gauchistes. Et ça, je pige, ça, je comprends. Mais Trump, c'est tellement dangereux. On a failli voir une révolution, un coup d'État en Amérique. C'est ça qui est dramatique. C'est ça qui fait peur. C'est ça qui donne des cauchemars. Cet homme diabolique, méchant, incroyable. René, comment voyez-vous une possibilité? Il y a certaines, on peut le censurer, mais cela ne va pas forcément l'empêcher ou lui retirer le droit de se présenter. On a évoqué la possibilité du 14e amendement.
Mais à votre avis, est-ce que vous voyez Donald Trump candidat en 2024? Oh, je ne sais pas, ça va dépendre de tellement de choses. Vous savez, ce qui va se passer, même au niveau du procès au Sénat, tout va être lié à une question de rapport de force. Je peux vous assurer que si le vote était à bulletin secret, c'est sûr qu'il serait condamné. Mais il se trouve que justement, ce n'est pas un bulletin secret. Il faut assumer ses positions. Et la plupart des sénateurs, on le sait déjà, les Lindsey Graham, Marco Rubio et tout ça, je peux vous garantir, ils ne vont pas prendre le risque de se mettre à dos la base électorale de Donald Trump, même s'ils sont convaincus qu'effectivement, il devrait être destitué et surtout qu'il ne devrait plus se représenter, et ce qui leur donnerait un peu un boulevard ouvert par rapport à leurs propres ambitions. Donc, moi, je crois que de ce point de vue-là, il y a très peu de chances qu'il soit condamné. Est-ce que ça va le renforcer? Même là, à ce niveau, j'ai des doutes. Parce que le sort de Donald Trump n'est pas un sort très enviable, hein, parce que quel que soit le résultat de ce procès-là, même s'il n'est pas empêché de se représenter, il n'est pas si certain qu'il puisse rester, avoir un contrôle de sa base comme il l'a aujourd'hui. Parce que je peux vous garantir qu'il va être très, très, très occupé à faire face à la pléthore de procès qu'il va avoir à travers tous les États-Unis, différents États, en Floride, à New York en particulier, même ici à Washington, sans compter au niveau fédéral. Il aura tellement de problèmes à ce niveau-là. Il va avoir énormément de problèmes financiers. Il est endetté à des niveaux extrêmement importants, on parle de plus de 300 millions de dollars. Il n'a pas les revenus qui lui permettent de les combler. Son business ou ses business sont en situation très difficile. Il est essentiellement dans le secteur du entertainment, de l'amusement et du sport. Ce sont les secteurs les plus affectés par la crise Covid. Donc, il n'est pas en bonne situation. Donc, il va être très pris entre les banqueroutes, entre les procès. Il n'est pas du tout certain qu'il garde l'aura qu'il a actuellement, y compris avec ses plus grands défenseurs. Oui, tout à fait. Ouais. Non, c'est vrai que sa réputation va tout de même être tarnie. Deux procès en destitution, même s'il les a gagnés, ça laisse des traces. Mais je pense que Donald Trump, tout de même, il ne faut pas totalement l'écarter. Hein. Il peut très bien être le faiseur de roi pour 2024. Denis, je serais intéressé de savoir, à vos yeux de républicains, quel serait votre candidat idéal? Hein. Pour la prochaine fois, tu peux dire. Oui, oui, pour 2024. Cheney. 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 Yep, Cheney. Liz Cheney. Okay. Yep. Yep. Ce serait vachement compétente, courageuse. Oui, Cheney. Denis, c'est important de préciser Liz Cheney. Hein? Yeah. Comment vous allez faire peur, aux autres si vous leur dites, si ils ont l'impression que vous pensez à Dick Cheney. Hein? Il y a beaucoup de républicains pas Dick Cheney, non. Faut avoir très peur. Non, mais écoutez, il y a de bons candidats potentiellement chez les républicains. Absolument. Je pense tout de suite à quelqu'un qui est très, très apprécié, à gauche comme à droite, John Kasich, l'ancien gouverneur de l'Ohio, qui est très respecté, qui est un homme respectable, ça c'est sans aucun doute. Même Mitt Romney pourrait refaire surface, il est particulièrement apprécié. Même aujourd'hui, je crois que quelque part, ce qui pouvait avoir constitué un peu un handicap, le fait qu'il soit mormon, aujourd'hui peut même être un atout majeur, parce que ce compas moral qui est le sien et qu'il a présenté dans l'espace public, c'est quelque chose qui pourrait jouer énormément à son avantage. Il s'est comporté de manière assez digne pendant toute la période Trump, sauf peut-être juste au début quand il a cherché à avoir le poste de secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères. À ce moment-là, effectivement, j'avoue que je n'ai vraiment pas trop compris pourquoi il s'est embarqué dans cette histoire. Mais bon, nul n'est parfait. Donc il y a quand même quelques républicains, maintenant même d'autres qui n'ont pas quitté le Sénat, quelqu'un comme Jeff Flake, qui est aussi quelqu'un de très apprécié. Donc, ils ont potentiellement de bons candidats, hein, les républicains, en dehors de Donald Trump et des trumpistes.
OK. Nous avons le temps de parler de 2024. Cette première de Point USA s'achève. Merci Denis, merci René, merci à notre réalisateur, producteur Serge Ndumba, et puis bien sûr merci à vous tous qui nous avez regardés. Nous serions évidemment très intéressés d'avoir un retour et de savoir comment vous avez réagi. Donc si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les envoyer à frenchbuzztv.com. Voilà, cette émission donc s'achève. Merci de votre attention et à bientôt.